Bien, chers abonnés, merci de nous faire confiance, merci de vous être abonnés à notre chaîne sur l'utilisation des logiciels dans le domaine des géosciences et particulièrement pour ce qui concerne le logiciel SERPAC. C'est un réel plaisir de savoir que vous êtes abonné à notre chaîne et que vous suivez régulièrement les formations que nous mettons à votre disposition, que nous balançons en ligne. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, il y a encore temps de s'abonner à notre chaîne pour être au courant des prochains tutoriels, des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne, certainement sur des logiciels aussi variés qui pourront, on ne sait jamais, vous intéresser dans vos travaux personnels, académiques, professionnels et ainsi de suite. Nous sommes déjà désolés du temps que nous avons mis pour produire la suite des tutoriels. C'était pour des raisons qui ne dépendaient pas entièrement de notre volonté, et nous espérons qu'à partir de maintenant, par la grâce de Dieu évidemment, nous mettrons chaque semaine, pourquoi pas chaque jour, si Dieu le permet, une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel qui vous permettra d'évoluer rapidement dans l'apprentissage des logiciels dans le domaine des géosciences et particulièrement maintenant dans le logiciel SERPAC. Alors, sans plus tarder, nous allons continuer sur où nous étions arrêtés la dernière fois, c'est-à-dire dans l'importation, la manipulation, la modélisation à partir des informations qui ont été insérées dans notre base de données préalablement créée. Donc nous avons fait un premier tutoriel, c'est temps pour moi, nous avons fait un premier tutoriel sur la création d'une base de données en SERPAC. Vous maîtrisez maintenant comment est-ce qu'on crée une base de données. Nous avons fait un second tutoriel sur l'importation des données et leur insertion dans la base de données SERPAC. Nous ferons un tutoriel pour la gestion des erreurs, parce qu'on le sait évidemment que lorsque vous avez certainement pratiqué chez vous, il y a eu des erreurs qui ont apparu, les données n'ont pas été complètement importées ou elles n'ont pas été du tout importées. Donc nous ferons un prochain tutoriel de quelques minutes, 5 minutes au maximum, pour vous présenter quelles sont les erreurs qui peuvent survenir et comment est-ce que vous pouvez les gérer pour pouvoir importer évidemment votre base de vos données et les insérer dans la base de données SERPAC que vous avez créée au préalable. En ce qui concerne le présent tutoriel, nous allons sur la base que vous avez importé les données et que vous avez eu le minimum d'erreurs possible. Ça veut dire que je vais vous montrer le rapport d'importation, par exemple. Oui, c'est ce fichier qui présente le rapport d'importation des données et leur insertion dans la base de données. Moi, j'ai plusieurs tables. La table Collar, Survey, AC, Géologie, Géotech, ainsi de suite. Donc, on prend la première table, qui est la table Collar. Toutes les données ont été insérées. Forcément, il y a toujours une donnée rejetée. C'est la donnée concernant la première ligne de votre table. Lorsque vous avez défini votre base de données, vous avez dit par exemple que le X c'était le réel ou bien les entiers. Vous avez dit Y c'est un réel, et ainsi de suite. Or, lorsque SERPAC lit la première ligne, je vais ouvrir la première ligne. Lorsque SERPAC lit la première ligne de Collar, ce ne sont pas. Je l'ouvre pour que nous apprécions ensemble. Bien, je disais donc que lorsque SERPAC lit la première ligne de Collar, voici la première ligne de Collar. Évidemment, ce ne sont pas des entiers. On a carrément des caractères, certaines fois mélangés aux entiers. Donc, ici, on a carrément des caractères. Or, lorsque vous définissiez la base de données dans SERPAC, vous avez dit que la colonne devrait comporter des entiers ou bien des réels, ainsi de suite. Donc cette première ligne n'est pas insérée dans le logiciel parce qu'évidemment ce ne sont pas les entiers. Il y a encore moins de réels. Il en est de même pour la deuxième table Survey, pour la troisième table AC. Et ici on a une petite remarque, Performing Sample Overlap Checks. No overlapping sample were found. Désolé pour mon mauvais anglais. Enfin bref, SERPAC essaye de voir s'il y a des chevauchements dans la base de données, c'est-à-dire que lorsque vous prenez le from to, le from à tout, en fait de 2 à 2 à,
il essaie de voir s'il n'y a pas les données, s'il n'y a pas comment je vais appeler ça, s'il n'y a pas les morceaux dans le trou de forage qui se chevauchent. C'est-à-dire qu'on pourrait quitter de 1 à 2, de 2 à 3. Au lieu de passer de 3 à 4, on a encore de 2 à 4. Ça veut dire que là, il y a un chevauchement dans les différentes passes de trou de forage. Donc, c'est pour s'assurer qu'il n'y ait pas de chevauchement, qu'il n'y ait pas de chevauchement entre les différentes passes de chaque trou de forage. C'est pour ça qu'on a le overlapping sampling. No overlapping sample were found. Alors, cela est fait pour toutes les autres tables. Ça, c'est la table, le fichier bloc-notes qui nous renseigne sur le rapport d'importation des données et l'insertion dans notre base de données. Lorsque vous avez fait ça, maintenant, c'est un rappel puisque nous l'avons montré lors de notre précédente vidéo. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est manipuler, afficher les données qui ont été insérées dans notre base de données sous différentes formes, de différentes manières, pour nous permettre d'apprécier visuellement, graphiquement, la distribution des données, des valeurs à l'intérieur de notre base de données. Alors, la première chose qu'on fait, c'est afficher la base de données. Évidemment, chez nous, c'était déjà affiché. Donc, vous allez tout juste ici en bas, cliquer Display Drill. Alors, lorsque la petite fenêtre apparaît sur la première ligne, on a Rescale View to show all in plain view. Oui, on veut voir tous les trous de forage dans notre fenêtre graphique. Donc, elles seront toutes mises à l'échelle pour nous permettre de les visualiser dans notre petite fenêtre graphique sans avoir besoin de zoomer ou de dézoomer. Add constraint to all. Non, on n'a pas besoin d'ajouter une contrainte. Ajouter une contrainte voudrait par exemple dire que on va afficher tel type de forage, tel autre type de forage en fonction de tel paramètre, ainsi de suite. Nous verrons cela un peu plus loin dans la progression de notre formation. Nous vous expliquerons pourquoi est-ce qu'on voudrait par exemple ajouter une contrainte pour afficher certains types de forage et pour quels travaux est-ce que c'est cliquer sur ce bouton serait utile. Donc on décoche simplement. Alors maintenant nous avons plusieurs onglets, on dira comme ça: Tree Style, Color Style, Joli Pattern, Label Graph, ainsi de suite. Alors Tree Style, déjà c'est juste pour choisir la table, puisqu'on avait dit dans l'une de nos vidéos, la première vidéo, que ce n'est pas qu'avec des tables et des champs. Donc on choisit donc la table qui va être affichée. Et comment est-ce qu'on va afficher cette table là? On prend par exemple la table Color ou bien AC. Et quel champ est-ce qu'on voudra afficher? Quel champ doit être visualisé dans notre table? On prend la table, le champ par exemple ID, bien mardi, ainsi de suite. Il y a plusieurs champs, vous avez le choix. Vous choisissez un champ que vous voulez afficher. Vous choisissez la couleur de la trace du forage que vous voulez afficher. Vous choisissez ici, par défaut, c'est le vert. Vous choisissez la taille, ainsi de suite. Vous choisissez la forme. Donc, ça peut être cylindre, sous forme cylindrique, ou une épaisseur cylindrique. Ça peut être une épaisseur fixe. Ça veut dire qu'elle ne dépend pas de la teneur en élément le long du trou de forage. Je m'explique. Lorsque vous avez un trou de forage, le long du trou de forage, des analyses ont été faites par passe. Et chaque passe a fourni une teneur, par exemple, une accumulation, par exemple. Donc, votre teneur qui est soit en pourcentage, soit en ppm, soit en n'importe quelle autre mesure, grandeur, vous renseigne sur la quantité d'éléments qu'il y a sur cette passe. Alors, ce pas vous offre la possibilité d'afficher cette passe, soit ce forage, autant pour moi, d'afficher ce forage dans la fenêtre graphique en fonction de l'épaisseur, en fait, en fonction de la teneur en éléments le long du forage. Donc chaque passe, il y a une teneur. En fonction de la teneur, plus la teneur est grande, plus le cylindre sera grand pour représenter que à ce niveau, c'est une grande teneur, à ce niveau, c'est une faible teneur, et ainsi de suite. Bref, on passe à la table, à l'onglet Color Style. Le color, c'est le point de départ d'un trou de forage. Il est également situé sur la surface topographique. Donc,
cola, c'est le point de départ du forage sur la surface topographique. Donc, vous pouvez décider d'afficher par exemple une marque pour dire que le trou de forage part de tel endroit. Voilà le point de départ du trou de forage sur la surface topographique, ce qui permet de distinguer le point de départ sur la surface topographique par rapport au point où ce forage se termine à l'intérieur de la terre. Je m'explique. Nous affichons quelque chose. Bien. On zoome un peu. Bon, ça ne zoome pas. Enfin bref, voilà le point de départ du forage. Là où il y a le rond avec la croix. C'est donc le point de départ du forage sur la surface topographique. Et le point du bas bien. Voilà le point du départ du forage sur la surface topographique et voilà le point où le forage se termine à l'intérieur de la terre. Donc je disais donc que vous pouvez décider d'afficher donc ce point de forage, ce point de départ de forage sur la surface topographique qui est le col là, point de départ, ou bien de ne pas l'afficher. Nous on a besoin de l'afficher. Vous pouvez décider donc de mettre une remarque, soit un plus, soit une croix, soit un haut, ainsi de suite. Vous décidez par exemple de l'orientation des notes qui sont affichées le long du trou de forage. Donc vous pouvez décider de l'afficher le long du trou de forage ou bien centré. Et également géologie par thème. En fait, il s'agit ici de figurés géologiques, de figures géologiques. Donc vous pouvez décider de choisir une table, par exemple géologie, vous choisissez le champ, les one code, vous choisissez la position où est-ce que les figurés, les noms des figurés vont être affichés le long du trou de forage. Vous choisissez l'extension, ça veut dire à combien de mètres est-ce qu'ils vont être affichés à partir du trou de forage, à côté du trou de forage. Je me reprends. Vous choisissez par exemple le champ géologie, vous voulez afficher la lithologie le long d'un trou de forage. Vous choisissez la position, s'il va être placé à gauche ou à droite du trou de forage. Vous choisissez la distance à laquelle il va être affiché le long du trou de forage. Il peut être affiché 2 mètres à côté, 1 mètre à côté, 4 mètres à côté, ainsi de suite. Vous choisissez la taille, l'épaisseur, je veux dire, de la note que vous allez mettre. Ensuite, il y a label. Label donne l'occasion d'afficher des tests, des notes le long du trou de forage. Ceci permet par exemple d'apprécier l'évolution, la distribution des éléments, des différents éléments, des différents constituants le long d'un trou de forage. On a par exemple les parties, les bifs, les parties oxydées, les parties non oxydées, qui peuvent être affichées, qui sont des notes qui peuvent être affichées le long du forage et qui permettent de décrire la distribution, l'évolution des différentes couches, différents matériaux le long d'un trou de forage. On a également les barres graphiques. Les graphes permettent d'afficher une barre graphique, par exemple les histogrammes, qui permettent de voir la distribution des teneurs. Plus la teneur est grande, plus la barre graphique sera grande, évidemment comme les histogrammes. On a également les petits marqueurs, les parents indicateurs. Donc, voilà donc les différentes façons qu'on a de pouvoir afficher nos forages, nos données qui ont été importées et insérées dans la base de données SERPAC que nous avons créée. Alors, maintenant, si on décide d'afficher rien, il n'y aura rien de particulier parce qu'on n'a pas configuré, on n'a pas réglé, il n'y aura rien de particulier, aucune couleur, rien du tout, tout est vert. On peut donc décider de faire une interprétation et de configurer les différents styles qui vont être affichés en fonction des données qui sont insérées dans notre base de données. On peut décider que
on a une teneur de coupure, par exemple, et on se dit, la teneur de coupure, à partir de la teneur de coupure jusqu'à la valeur max, seront affichées en rouge et les valeurs inférieures à la teneur de coupure seront affichées en jaune. Cela permet de distinguer lorsqu'on voit le trou de forage. Cela permet de savoir que le jaune, évidemment, représente les valeurs qui sont en dessous d'un certain seuil, le seuil de coupure, et les valeurs qui sont en rouge sont au-dessus. Cela permet également d'associer à chaque type lithologique une certaine couleur, un certain figuré qui peut être apprécié visuellement lorsqu'on étudie, lorsqu'on interprète les données qui sont insérées dans notre base de données. Alors, c'est ce que nous ferons maintenant. Configurer. On clique donc là. Il y a plusieurs manières de le faire. On peut cliquer là, Drill Style. Pour ouvrir ceci, on peut également cliquer sur cette petite icône Drill Style, Drill Display Style. On peut également cliquer sur ce, comme ça. Donc il y a plusieurs manières d'afficher cela. Ok, on va dans la table AC. Dans la table AC, on s'intéresse à l'élément, puisqu'il y a plusieurs éléments, et dans le cadre de ce tuto, nous ne pouvons pas étudier tous ces éléments qui ont été insérés dans notre base de données. On va s'intéresser premièrement et prioritairement en FE, FE2, FEO, et on s'intéresse à ces deux éléments particulièrement. Donc, on fait un clic droit, Get Minimum and Maximum Range. On constate que la valeur maximale dans le champ FE est de 56,77, ainsi de suite. Alors, on va le diviser en 3, ou simplement en 2 pour faire court. On va la diviser en 2. Donc, on prend les teneurs qui vont de 0 jusqu'à 30 et de 30 jusqu'à 57. Donc, pour ce faire, on prend les droits encore, Add New Style, second clic droit, Add New Style. Bon, on revient ici, on copie la valeur maximale qui est là, on la remplace par 30 et la valeur 1000, on la met à 0 et on va, 2 secondes, on colle la valeur max qu'on a eu de l'autre côté et on met 30 là. On supprime ce style. On fait la même chose pour FE, le minimum en maximum. On a de 0 à 18. Donc on ajoute de la même façon, clic droit, New Style, on prend la valeur max qui est à 18, on la copie, on la colle là et on prend 15. Par exemple, ici je prends 0 jusqu'à 15. Alors il faut dire que l'interprétation que je fais est d'abord subjective. Je ne suis pas obligé d'avoir la même interprétation que vous. Vous pouvez décider de donner de 0 à 10, 10 à 20, 20 à 30, 30 à 40, ainsi de suite. C'est votre interprétation qui dépend forcément du résultat que vous souhaitez avoir, du travail que vous êtes en train de réaliser, de l'étude que vous êtes en train de faire et de l'interprétation de la connaissance géologique que vous avez sur la minéralisation que vous êtes en train d'étudier. Donc l'interprétation est d'abord subjective. Cela nécessite des connaissances diverses et de nombreuses connaissances évidemment en géologie, par exemple, pour pouvoir interpréter convenablement. Donc il ne faut pas se focaliser sur le fait que moi j'ai pris 30, 0 à 32, 30 à 56 et 0 à 15, 15. Non, c'est pas ça. Le principe, il est là. Vous savez comment le faire. Alors vous interprétez comme bon vous semble. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez poursuivre l'interprétation. Ça veut dire que de 0 à 30, je vais associer la couleur verte.
Donc je vais mettre la green transition. Si je peux laisser la marque comme ça. Bon, ok. Nous avons la valeur initiale, la valeur finale pour cette gamme. Nous avons la couleur graphic color, plotting color, graphic pattern et plotted pattern. Alors pourquoi est-ce que ces deux couleurs différentes? Nous avons la couleur qui va s'afficher dans notre fenêtre graphique et la couleur qui va s'afficher lorsqu'on sera en train d'imprimer un rapport, le document ou c'est pas moi quoi, lorsqu'on va devoir l'imprimer, qu'on a graphic color, plotting color. Bref, pour plus de détails en ce qui concerne graphic color et plotting color, vous reportez simplement à help dans le tutoriel. Vous aurez les détails par rapport à quoi, pourquoi est-ce qu'on met graphic color et plotting color. Pour l'instant, vous allez faire comme moi et ça ne va pas du tout vous porter préjudice. Ça ne va pas vous porter préjudice. Vous mettez graphic color, la même couleur que plotting color simplement. Donc pour 0 à 30 c'est fait, on passe au le second cas. Bien entendu, 30 est notre teneur de coupure, donc on prend le rouge. On a d'abord pris le premier, ensuite on prend ça, on a pris solide, on prend celui-ci, c'est vraiment de façon arbitraire, ça ne suit aucun principe, c'est vraiment de façon arbitraire et c'est pour cela que j'ai dit que chacun a son interprétation qui lui est finalement propre, c'est très subjectif. La même chose ici, je vais mettre hello, je prends ça, ici je peux utiliser quelle couleur? Blue, white. Pour que ce soit suffisamment visible, puisque notre fenêtre graphique elle est déjà noire. Donc le bleu ne sera pas très visible, par contre le blanc, lui, il sera hyper visible. Donc on a fait cela pour les deux champs qui nous intéressaient, FE et FEO. On va faire la même chose pour la table géologie. C'est juste des exemples pour que vous sachiez comment est-ce que ça marche, comment est-ce que vous pouvez le faire personnellement pour réaliser vos travaux. Donc on va prendre les One Code et Hardness. On prend le premier. Alors ici on ne va pas, on fait un clic droit évidemment. On ne va pas, on n'aura pas minimum ou maximum range. Vous voyez que le champ n'est pas disponible. On va plutôt charger tous les codes qui sont dans la table. Donc get file code. Vous déroulez donc, vous avez tous les codes qui sont chargés dans votre table géologie. Évidemment, lorsque c'est chargé, vous avez des informations à quoi renvoie CMB, GN, HMB, ainsi de suite. Vous avez les informations par rapport à cela et en fonction des informations que vous avez donc sur ces codes de géologie, vous pouvez associer des figurines, des couleurs pour pouvoir apprécier leur distribution le long de chaque trou de forage. Donc, pour vous montrer comment ça marche, on prend par exemple CMB. Alors, un petit détail. Lorsque vous avez beaucoup de figurines, lorsque c'est énorme, parce qu'il y a des tables, vous avez 30, 40 figurines, vous vous assurez que les codes, qu'est-ce que je disais, lorsque vous avez beaucoup de codes, tant pour moi, pas les figurines, lorsque vous avez 30, 40 codes, vous vous assurez que les codes qui commencent par la même lettre ont par exemple la même couleur, parce que 40 couleurs différentes, ce ne sera pas évident à gérer. Donc vous prenez les codes qui ont les mêmes lettres au départ. S'il y a plusieurs codes qui commencent par C par exemple, vous vous assurez que les codes qui commencent par les mêmes lettres, c'est un exemple évidemment, les codes qui commencent par les mêmes lettres aient la même couleur, aient le même figuré, pour ne pas avoir mettre beaucoup trop de couleurs, ce sera lourd, ce sera très surchargé et tout de même embêtant. Donc ici on n'en a pas beaucoup, on va prendre le CMB, on y ajoute une couleur arbitrairement, white. On prend solide, ça. Bon, on prend solide d'abord, solide aussi,
on augmente la taille. Ensuite, on prend green. Ici, on descend. Non. Hello. Et de varier les différents figurés pour qu'ils soient un tout petit peu différents les uns des autres pour pouvoir les apprécier. Mais là, la 22, le 22, le 22. Magenta avec un G. Vraiment, c'est un travail de routine puisque à chaque fois vous refaites la même chose, vous refaites la même chose. Si on va mettre ici un et on fait un blue. Vous pouvez juste cliquer là et la table, le graphique des couleurs va apparaître et vous sélectionnez une couleur parmi toutes ces couleurs là, vous cliquez sur OK et elle va simplement s'afficher. Donc moi j'ai préféré d'écrire, de saisir, donc c'est plus rapide pour moi de le faire ainsi. Vous pouvez choisir d'afficher le graphique des couleurs et vous choisissez, puisqu'il y a le graphique des couleurs, vous affichez. Vous choisissez la même chose ici, vous pouvez afficher le graphique, vous choisissez les différents patterns, les différents figurés qui vous intéressent. Bien, on a fini avec le lead one code, on engage avec celui-ci, le second. On fait la même chose, clic droit, get file code. Et puis on déroule, évidemment, on a 4. Donc, on va prendre également yellow. Ça fera que lorsque vous verrez le jaune, lorsque vous affichez par exemple le champ lead one hardness, lorsque vous verrez le jaune, vous saurez que ça, nous sommes dans le code F. Ça renvoie à quelque chose géologiquement. Vous avez l'information géologique, vous avez l'information par rapport à la base de données. C'est totalement arbitraire. Cependant, ça doit respecter une certaine logique pour avoir que votre interprétation que vous ferez plus tard, soit cohérente. Évidemment, pendant que nous le faisons, nous tenons à vous informer aussi que nous avons mis sur pied une petite start-up qui fait dans les offres de formation. Les offres de formation, principalement dans les logiciels qui concernent les géosciences, nous avons appelé pour le moment GeoMine. Donc,
Elle offre des formations dans les logiciels divers que vous utilisez certainement dans votre domaine, dans vos travaux quotidiens pour ceux, les praticiens des géosciences. Alors, nous avons fini de configurer ceci pour la table Leap One Hardness. On ne va pas s'intéresser aux autres tables puisque ce serait lourd et nous avons fait une vidéo de beaucoup de minutes et que ce n'est pas avantageux pour vous. Bien, le principe est montré, vous savez comment est-ce que vous pouvez le faire, quel est le principe, quelle est la méthodologie employée pour le faire. Alors, tout ce qui vous reste à faire, c'est de cliquer sur Apply pour appliquer ce style que vous venez de configurer pour votre table, pour votre base de données. Donc, on clique sur Apply, on attend et immédiatement, vous voyez qu'il y a des changements dans votre fenêtre. Il y a des changements lorsque vous zoomez là. Vous voyez des couleurs qui apparaissent qui n'étaient pas là auparavant. Alors, on va simplement reset graphique et on décide d'afficher de nouveau. Alors, comme on l'a dit, on n'ajoute pas de contraintes. On affiche le champ table AC. On choisit le champ FE. Par exemple, épaisseur variable en fonction de la teneur. Prenons ce cas par exemple pour un début et Apply. Vous voyez que plus la teneur en fer est élevée, plus l'épaisseur, le rayon ou bien le diamètre du cylindre qui s'affiche là du fourrage est grande. Ça permet de visualiser simplement que à ces points, l'épaisseur en fer elle est grande et dans les autres points elle est carrément inexistante. Donc on fait encore cette graphique. On va afficher ça de plusieurs façons pour que vous ayez une idée de comment ce qui arrive quand on le fait, de comment ça se fait, du résultat graphique que l'on obtient. On va caler une épaisseur fixe. Vous voyez, l'épaisseur est fixe, peu importe la teneur, peu importe la concentration, l'épaisseur du rayon de chaque fourrage est fixe. Ok. On va maintenant afficher quelques notes. Tout à l'heure, on a parlé des labels. On va afficher les figures. On choisit le champ géologie. On affiche les one code qui se place à droite à une distance de 4 mètres par exemple. Et on n'affiche pas de contraintes. J'ai déjà oublié quelque chose, un détail. Je n'ai pas choisi la table. Fourrage, AC, chance, épaisseur fixe. D'accord, bien. Alors, qu'est-ce qui change? Zoomons un peu plus. Alors, vous voyez que à droite du trou de fourrage, il y a affiché une barre qui montre la progression des figurines géologiques que nous avons configurées lorsqu'on configurait les styles. Donc, à droite de cela, il y a ceci qui s'affiche. En fonction des couleurs qu'on a choisies, on sait que le rose qui est là, le jaune, le blanc, ça représente une certaine information lithologique concernant cette partie du trou de fourrage. On peut faire également ceci. On ajoute une barre graphique, par exemple c'est le champ F1, toujours placé à gauche. On prend 4 mètres, c'est bon, on affiche. Bon, qu'est-ce qui a changé? De zoomer, vous voyez qu'il y a la barre graphique qui est créée et qui dépend des teneurs. Cette barre ne permet pas d'apprécier. Changeons,
Prenons une autre barre graphique. On prend une barre carrément graphique type, les barres. Notre barre graphique qui s'est affichée à gauche et à 2 mètres de notre trou de forage, qui est fonction de la teneur en fer. Plus la barre est grande, plus la teneur est également grande. On voit que là, vers où la teneur à 0, il n'y a pas de barre graphique. Alors, il y a donc comme ça plusieurs méthodes, plusieurs moyens qu'on a d'afficher les informations dans notre fenêtre graphique pour apprécier les différentes informations, je veux dire, que nous avons insérées dans notre base de données. Il y a plusieurs méthodes, vous pouvez choisir celle qui vous convient le mieux pour le travail que vous êtes en train de réaliser. Alors, on a les notes, telles qu'on disait tout à l'heure. Voilà les tests qui s'affichent, donc LAT, HNB, NS, ainsi de suite, qui s'affichent dans notre fenêtre graphique. On peut également avoir besoin d'afficher des informations par rapport à un forage en particulier. Donc on affiche les forages de façon générale tels qu'ils sont représentés là, et on a besoin d'afficher les informations par rapport à un forage. On va dans display, edit, drill, roll, on choisit le forage à afficher. Alors, quelle table voulons-nous afficher? On prend la table AC. Quel champ? On prend le champ FE2O que nous connaissons bien, que nous avons rempli tout à l'heure. On clique sur Add. Alors, une table s'affiche avec le figuré que nous avons configuré pour la table en question jusqu'à la profondeur maximale. On peut encore associer à cela la géologie. Donc, on prend Lit One Code, on affiche, et la table est associée à une géologie précise. Voilà. On peut associer à cela géologie encore, mais un autre champ, on associe, et voilà le résultat. Ça permet d'apprécier mètre par mètre, passe par passe. Lorsqu'on passe le curseur dessus, on est de 0 à 3,80. La teneur en fer nous est donnée, on évolue de 3,80, on a la teneur en fer, et ainsi de suite jusqu'à la profondeur max 53 à 56, et on a les informations par rapport au trou de forage. Donc voilà les différentes façons, et il y en a plusieurs qui vous permettent d'investiguer vos données, les données que vous avez insérées dans votre base de données, de vérifier comment est-ce qu'elles ont été entrées, si elles sont bonnes, de vérifier leur distribution le long de chaque trou de forage, et ainsi de suite. Il y a tellement de façons de représenter cela dans le logiciel SEPA, si bien qu'un seul tutoriel ne suffirait pas. Notre objectif aujourd'hui était de vous montrer comment investiguer, comment parcourir, comment afficher, comment manipuler les données à l'intérieur de la base de données que vous avez créée. Il peut également arriver que vous souhaitiez modifier certaines informations à l'intérieur de votre table, à l'intérieur de votre base de données. Alors, il vous suffit d'aller à Edit, Edit Table, choisissez la table que vous voulez afficher, cliquez sur Apply, choisissez une contrainte, moi je n'ai pas besoin, je clique sur Apply, et la table AC s'affiche avec les différents champs. Il me suffit simplement que j'aille dans un champ, je clique dessus, j'efface et j'écris la valeur que je veux, et à la fin je clique sur Apply. Or moi j'ai pas besoin de modifier quoi que ce soit dans ma table.
Donc je ne vais pas cliquer sur Apply pour changer mes données. Donc je vous montrerai juste comment vous pouvez le faire même après avoir importé vos données et les insérer dans votre base de données. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose tout au long de cette vidéo, de ce tutoriel. Et nous disons à bientôt pour la prochaine vidéo, le prochain tutoriel. Merci.